Comment parler aujourd'hui de l'exil et des droits humains ? Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division ? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité ? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette émission. 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce rendez-vous mensuel. Avec plus de 2,34 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo est grande comme 80 fois la Belgique, l'ancienne puissance coloniale. C'est le 2e pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie, et avec ses quelques 100 millions d'habitants, le 4e État africain le plus peuplé, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. C'est aussi l'un des pays les plus multiethniques et multilingues d'Afrique, avec environ 250 ethnies répertoriées et 200 langues locales. Pourtant, la région du Kivu, à l'est de la RDC, est décimée depuis 1996. Plus de 6 millions de morts, des viols systématiques de femmes et d'enfants et des millions de déplacés. Un massacre inouï qualifié de génocide par de nombreux observateurs qui se déroule toujours à l'ombre de l'indignation internationale. Achille Mbembe, auteur camerounais, disait « Le jour où la RDC se mettra debout, l'Afrique marchera sur ses propres jambes ». Comment lutter contre l'impunité des crimes commis dans la région du Kivu ? Comment faire entendre la voix des Congolais qui subissent les pires atrocités et comprendre les causes ainsi que les conséquences de ce conflit ? La République démocratique du Congo, une terre de sang, c'est la thématique de cette 6e émission. Et pour m'accompagner durant 1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir Jane Leoni, militante décoloniale et altermondialiste. Tu es féministe et militante au sein d'Attaque Internationale et on abordera avec toi la question de l'extractivisme. Bonjour. Bonsoir Éléonore, merci. Merci à toi. Rebecca Katikati, tu es d'origine congolaise, tu as étudié en Angleterre les relations internationales et les droits de l'homme avant de poursuivre en Suisse un master en migration et citoyenneté. Après quelques temps à Kinshasa, tu es membre actif de Génocost qui lutte pour la justice et la reconnaissance au niveau national et international du génocide des Congolais qui dure depuis près de 30 ans. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à toi de me recevoir. Clémence Dialakana, tu es en direct de Nancy. Est-ce que tu nous entends ? Oui, parfaitement. Tu es assistante parlementaire du député du Val d'Oise Carlos Martins Bilongo. D'origine congolaise, tu milites aussi bien à travers ton engagement politique, mais aussi personnel. Et on aura le plaisir de t'entendre dans la 2e partie de l'émission. Très bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et bienvenue Mathieu Mo. Tu es en direct de Kinshasa. Tu nous entends, bienvenue. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir à tout le monde qui est dans les studios et tous ceux qui nous suivent. Super, merci à toi d'être parmi nous. Alors, tu es militant pour les droits humains et une figure du mouvement La Lucha, mouvement citoyen de lutte pour le changement en RDC. Donc, ton engagement est à haut risque, parce que tu as d'ailleurs été emprisonné à 2 reprises, si je me trompe pas, et certains des militants de la Lucha, tu m'as dit, ont été tués. Alors, pour rappel, le mouvement de la Lucha, c'est un mouvement qui est né en 2012 à Goma, dans le Kivu, et qui a commencé par militer pour la satisfaction des besoins de base, accès à l'eau, à l'éducation, de populations secouées par les conflits armés qui durent depuis près de 30 ans dans la région. Alors, on va commencer avec toi. Bienvenue, si tu es d'accord. Absolument. Super. Alors, peut-être tu peux nous expliquer quelle est la situation politique en RDC actuellement ? Alors, merci beaucoup pour cette invitation et la parole que vous m'accordez. La situation politique en RDC est marquée par une post-élection. En décembre dernier, il y a eu une élection générale qui a abouti au renouvellement des institutions, dans les termes congolais, c'est-à-dire marquée par la fraude et le bourrage d'urnes. Mais qu'à cela ne tienne, les institutions sont formées, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement établi, on a des parlements qui sont établis au niveau national, au niveau provincial, et on est dans une phase où la population attend des résultats au regard des multiples problèmes que cette population traverse depuis des décennies. Et les populations de l'Est du Congo, d'où moi je viens, attendent absolument des mesures fortes pour mettre fin à la violence et à la guerre, à l'agression, au génocide qui se commettent depuis 30 ans dans la région du Kivu et en Ituri. Donc, nous sommes là, attaqués citoyens, attendons des mesures fortes, mais aussi nous sommes tournés vers la communauté internationale qui est très présente en RDC pour pouvoir aider le gouvernement congolais à mettre fin
à cette agression qui est menée par des pays voisins qui sont connus et qui sont documentés dans les différents rapports des experts des Nations Unies, mais aussi qui sont dénoncés par le gouvernement congolais et les sociétés civiles de ces régions-là. Oui, justement. Donc, comme tu le disais, dans la région du Kivu, donc un conflit armé ravage cette région. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte pour commencer et les différents acteurs qui sont sur le terrain? Alors, le contexte de cette agression, c'est pas un conflit seulement, c'est une agression parce qu'il y a des motivations d'occupation, d'exploitation d'une partie du Congo par les pays voisins, notamment le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni, qui estiment que le Congo est tellement riche, le Congo regorge des ressources minières immenses et leurs pays n'en ont pas forcément. Et donc, depuis 30 ans, il y a la volonté du Rwanda à pouvoir attaquer le Congo. Et cette attaque s'est justifiée par le fait que des réfugiés Hutus qui seraient accusés de génocide au Rwanda en 1994 se sont réfugiés dans les forêts congolaises. Et donc, le gouvernement post-génocide de 1994 a décidé de mener des missions au Congo pour venir tuer tous les génocidaires Hutus qui se seraient cachés dans la forêt congolaise. Et sur leur passage, ils ont remarqué qu'il y avait des gisements miniers importants qu'il fallait exploiter pour aller nourrir l'économie rwandaise, mais aussi pour permettre que le Congo soit toujours un pays à genoux. Et de ce point de vue-là, l'Ouganda s'est invité dans la sauce. Et d'ailleurs, dans les années 2000, on parlait d'une première guerre africaine, parce que c'est la grande guerre du Congo qui a engagé beaucoup de pays, beaucoup d'antagonistes qui n'étaient pas là forcément pour aider le Congo, mais pour soutirer les milliers de ressources minières. Alors, la situation a évolué depuis lors. Il y a eu des accords qui ont été signés entre les gouvernements congolais, entre les pays concernés, le Rwanda, l'Ouganda et dans une certaine mesure le Burundi. Oui. Et ces processus ont abouti à l'unification de la RDC, à donnant ce qu'on appelle un accord global inclusif de 2002 qui s'est clôturé par la tenue des premières élections générales de 2006. Donc, en 2006, on a un gouvernement légitime qui se déploie sur tout le pays après ces négociations. Mais cela n'a pas suffi pour que le Rwanda, qui visiblement n'a toujours pas digéré le fait que les Congolais soient attachés à leurs limites frontalières, les Congolais soient attachés à l'unité et à l'intégrité du territoire national. Le Rwanda a aussi fomenté d'autres groupes qu'on appelle CNDP à 2008 pour essayer toujours de déstabiliser le Congo en fait de continuer à rendre le Congo faible et que le Rwanda continue à procéder à l'exploitation illégale et par la fraude des ressources minières du Kivu. Cela n'a pas suffi. Le gouvernement, je vais finir par là, le gouvernement congolais qui était faible n'a pas réussi à stopper l'avancée de ces groupes CNDP, a été obligé de négocier un accord en 2009. Et cet accord, qu'on a appelé l'accord du 23 mars 2009, n'a pas été respecté intégralement, ce qui fait qu'en 2012, les groupes a revendiqué le fait que l'accord n'a pas été mis en œuvre et a créé notre mouvement qu'on appelle le mouvement du 23 mars ou bien le 1-23, qui a été jusqu'à prendre Goma le 20 novembre 2012. Et en 2013, ce groupe a été défait du point de vue militaire et un accord de principe a été signé à Nairobi. Mais encore une fois, les accords qui sont difficiles à être avalés par le peuple congolais, parce que ces accords, si vous voulez au pays parler plus tard, accordent une forme de légitimité à des acteurs rwandais qui se sont infiltrés au Congo et qui revendiquent la nationalité et qui par ailleurs ne veulent pas, c'est tous ceux qui sont dans les institutions militaires, ne veulent pas quitter la région du Kivu. Donc vous avez des officiers militaires qui disent intégrer l'armée congolaise, mais qui ne pourront jamais subir une imitation pour aller exercer leurs fonctions dans d'autres régions à part le Kivu. Et là, on a compris qu'il y a un agenda expansionniste des pays voisins, le Rwanda, qui est très petit, minuscule, avec une densité très forte et avec aussi une faible présence des ressources naturelles. Et donc, encore ce mouvement, je finis, ce mouvement s'est réactivé en novembre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, ce mouvement occupe un pan de territoire
assez important sur 4 territoires de la province du Nord Kivu. Et ça crée une crise humanitaire qui a poussé plus ou moins 2,7 millions de Congolais à vivre dans des cadres déplacés et d'autres à se réfugier dans les pays voisins. Et c'est une situation générale qui questionne finalement aussi la capacité de l'État congolais à protéger sa population, mais aussi à protéger les frontières nationales. Et les acteurs qui sont là, il y a la présence de l'ONU à travers ce qu'on appelle la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Congo, mais depuis 25 ans, elle est inefficace. Il y a les acteurs alliés de la RDC qu'on appelle la force de la SADC qui a été déployée il y a quelques mois pour venir aider à stopper l'avancée de ces groupes du M23. Il y a aussi quelques mois, il y avait la force régionale de l'AEC. L'AEC, c'est Est Community Africa, qui est une organisation régionale dans laquelle la RDC a adhéré il y a tout simplement une année et demie. Mais cette région qui est aussi dominée par les pays qui font la guerre à la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, qui sont membres de cette région-là, on a compris, les Congolais ont remarqué que cette force de la région Est Africa Community était en train de soutenir les M23 qui sont soutenus régulièrement par les Rwandais. Oui, justement, en parlant de ça, il y a cette semaine le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC qui affirme, preuve à l'appui, que le Rwanda a envoyé des troupes de l'autre côté de la frontière pour soutenir les rebelles du M23 actifs dans l'est du Congo. Aujourd'hui, le M23 contrôlerait 87 territoires. D'après toi, qu'est-ce que ce rapport qui vient de sortir de l'ONU signifie et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois? Alors, pour moi, ce rapport vient juste confirmer ce que nous disons depuis très longtemps. On sait, les populations locales connaissent les militaires ougandais, connaissent les militaires rwandais qui opèrent sur le territoire congolais à travers les M23. Et donc, ce n'est pas surprenant que ce rapport vienne confirmer ce que le gouvernement congolais aussi avait déjà dit. Mais ce qui est étonnant, c'est le fait que ce rapport n'a aucun impact sur le plan international, parce qu'il n'est pas le premier. Il y a d'autres rapports qui sortent chaque 6 mois, un rapport est produit par les experts, mais ce rapport n'a jamais poussé l'ONU et les pays de la communauté internationale de prendre des sanctions contraignantes contre le Rwanda. Par contre, on a vu l'Union européenne, à l'occurrence, donner de l'argent, plus ou moins 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour ses intérêts au nord de Mozambique, et on a vu aussi une coopération économique assez renforcée entre le Rwanda et la France, alors que le Rwanda a été cité comme un pays qui agresse le Congo. Donc ce rapport n'a aucun impact et nous, les Congolais, nous revendiquons la reconnaissance du génocide parce que les gens sont tués systématiquement parce qu'ils sont Congolais. Et je pense que mon collègue de Génocos pourrait revenir avec beaucoup de force. Et pour montrer que ce rapport, c'est comme le rapport Mapping qui a été produit en 2010 et qui n'a jamais été examiné. Et aujourd'hui, on commence à oublier ce rapport qui existe à Genève. J'allais t'en parler un petit peu plus tard, bienvenue de ce rapport, mais est-ce que tu vois un lien avec la sortie de ce rapport de l'ONU et ce qui s'est passé il y a 2 jours dans la ville de Kirumba? Des affrontements ont éclaté à une centaine de kilomètres au nord de Goma où des combattants, des groupes d'autodéfense alliés à l'armée congolaise ont attaqué l'agglomération de Kirumba, donc avant d'être repoussés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Est-ce que tu y vois un lien avec ce dernier massacre qui vient d'avoir lieu? Alors, les massacres se commettent chaque jour au Congo. Donc, ce n'est pas une nouveauté qu'un groupe d'autodéfense qu'on appelle les Wazalendo, qui signifie les patriotes en Swahili, qui sont des jeunes, qui ont décidé de se défendre à l'absence de l'État, ont voulu récupérer la localité de Kirumba qui a été attaquée par les M23 et ses alliés. Et donc, ce rapport qui a confirmé ces faits ne produira pas de résultats. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le rapport, le nombre de rapports produits, c'est la qualité des solutions internationales qui sont prises contre les agresseurs du Congo. On ne comprend pas la léthargie avec laquelle la France, la Belgique, les Nations Unies, les États-Unis, en l'occurrence, continuent à collaborer avec les Rwandais alors que les rapports sont clairs. Mais ça dit autre chose aussi, ça nourrit une représentation mentale à Kinshasa qui dit que finalement, nous sommes sous un complot international. Oui, parce Ce complot, c'est maintenir le Congo faible pour l'exploiter et pour permettre que les pays voisins soient les débouchés ou les liens d'exportation des ressources
naturelles et minières particulièrement. Et justement, donc, tu parles de ça. Cette émission est pédagogique pour moi. Ouais. Et exactement, tu parles de ça. Donc en fait, pour résumer un petit peu, bienvenue. Donc pour voilà. Les auditeurs, pour comprendre la crise que traverse la RDC, il faut revenir au génocide des Tutsis au Rwanda, d'avril à juin 1994, où je précise environ 800 000 personnes ont été tuées en seulement 3 mois. Et aujourd'hui, la situation, voilà, est juste une succession de décennies de conflits qui, malheureusement, la RDC est abandonnée par la communauté internationale comme tu viens de l'expliquer, les États-Unis et l'Union européenne semblent avoir des convergences d'intérêts avec le Rwanda. C'est ce qu'on l'on voit. Et tu parlais à l'instant même des mines et des ressources naturelles qui composent le Congo et la RDC, pardon. Et je me tourne vers toi, Jane Léonie. Je voudrais juste citer pour aborder ton intervention Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix en 2018 et qui disait, lors de son discours, « La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles alimente la guerre, source de violence extrême et de pauvreté abjecte. Nous aimons toutes les belles voitures, les bijoux et les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux que l'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines, par des jeunes enfants victimes d'intimidation et de violences sexuelles. Réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Fermer les yeux devant ce drame, c'est être complice. » Aujourd'hui, Jane Léonie, est-ce que tu peux nous donner une définition avant tout de l'extractivisme ? Alors oui, l'extractivisme, ou ce qu'on appelle aussi le néo-extractivisme, c'est en fait les deux faces d'une même malédiction, à la fois la poursuite en fait d'un néocolonialisme et surtout du colonialisme vert, imposé par les pays du Nord, sur des textes de convention décarbonés jusqu'à faut atteindre un monde décarboné jusqu'en pour le délai c'est 2050. L'extractivisme, en fait, c'est un mode d'accumulation et d'appropriation qui s'est structuré sous le colonialisme pour répondre, en fait, aux besoins des pays colonisateurs. On dit pays du Nord. En fait, il y a deux mondes. C'est pays du Sud, pays du Nord. Avant, on disait tiers-monde. Maintenant, on dit pays du Sud, pays du Nord. En fait, c'est un schéma d'accumulation et d'appropriation qui repose sur la marchandisation de la nature, la privation, en fait, des ressources naturelles, lesquelles entraînent des graves dégradations de l'environnement. C'est l'accumulation par dépossession. Donc, et ça réaffirme que les pays du Sud, dont la RD Congo, ne sont vus comme des exportateurs de la nature, tels que le gaz, le pétrole, les minerais, les matières premières, qui sont fortement dépendantes de l'eau, de la terre, tout comme en fait on le voit aussi avec les agricultures intensives, notamment agricoles. Il y a un rôle en fait d'insubordination des pays du Sud et de pillage de ces ressources naturelles pour l'appétit et le gaspillage de ce que j'appelle moi des pays du Nord. Ça met aussi en avant la division internationale du travail, des relations en fait de domination impérialiste et des hiérarchies coloniales persistantes qu'il ne faut pas nier en fait dans l'analyse qu'il faut avoir notamment aujourd'hui sur la RD Congo. L'extractivisme, ça passe toujours par le sacrifice de centaines et des certaines populations. On le voit bien dans ce qui se passe au niveau du Nord Kivu, des peuples natifs et des populations donc qui sont obligées de se déplacer. Donc, il y a des personnes qui sont concernées sur ces zones-là et elles se retrouvent en fait clairement en proie en fait au massacre en étant abandonnées de tous et de toutes. Juste pour poser un petit peu les bases, la RDC est décrite comme un scandale géologique, tant son sous-sol regorge de richesses. Il faut juste savoir et rappeler que la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, que la RDC a aussi un potentiel hydroélectrique énorme, au premier rang des pays africains. Est-ce que tu peux nous décrire et nous lister les différents minerais que l'on retrouve dans les sous-sols de la RDC et représenter ce que leurs chiffres est au niveau mondial? Oui, je vais faire cet effort. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais alors déjà dire que la République démocratique du Congo est un pays magnifique. Il y a une très grande forêt, c'est-à-dire qu'il y a une biodiversité, un environnement, une grande histoire en fait dans ce magnifique pays. Et on est sur, je crois, 64,5%. En fait, la République démocratique du Congo, beaucoup s'en étaient détournés et d'un seul coup, en fait, c'est devenu en fait ce qu'ils appellent les Émirats arabes unis, les nouveaux Émirats arabes unis. Dans son sol, il y a effectivement 64,3% de cobalt. Il y a du cuivre, il y a du coltan, il y a du tintal, il y a du tungsten. En fait, c'est tous ces produits-là qui finalement on va retrouver à la fois aussi bien dans les photos, dans les
dans le photovoltaïque, mais aussi dans les fabrications pour les éoliennes et surtout en fait au niveau des batteries électriques des voitures et la nouvelle technologie. Donc ce qu'on appelle la mal nommée transition écologique. Et ce qui fait aussi la malédiction de la République démocratique du Congo, c'est d'avoir en fait une terre très riche en termes de ressources minières. C'est sa plus grande malédiction. Ouais. D'ailleurs, on retrouve aussi de l'or, du diamant, de l'uranium. Oui. Aussi, on estime, tu disais 64%, mais on estime que le coltan, c'est 80% des réserves qui se trouvent, des réserves mondiales qui se trouvent en RDC. C'est aussi une des plus grandes réserves de lithium au monde, encore non exploitée, un matériau indispensable à la fabrication des batteries, mais aussi pour nos téléphones, etc. Donc c'est absolument énorme. J'aimerais que tu nous parles maintenant des campagnes internationales de minerais de sang, qu'on appelle les campagnes de minerais de sang, qu'on a vu apparaître depuis le début des années 2000, qui se sont un peu essoufflées ces dernières années, faut le dire. Mais ces campagnes internationales où on dénonçait justement l'utilisation de ces minerais. Mais qu'est-ce que ça a donné en fait ? Ouais, je voulais quand même réintroduire en disant quand même que la RDC, elle supporte le poids d'une colonisation qui est dévastatrice et d'une dépendance spoliée par les puissances occidentales. C'est-à-dire qu'il y a quand même des grosses entreprises, notamment chinoises, qui ont investi des mines. Il y a aussi des mines qu'on dit un peu plus artisanales, mais en attendant, il y a une exploitation quand même qui est faite de cette richesse des sols. Et en termes, alors il y a le mouvement altermondialisme qui existe depuis des décennies et des décennies. Il y a, je dirais, des grandes campagnes internationales toujours en lutte sur l'extractivisme, parce que l'extractivisme ne touche pas que la RD Congo, mais elle touche en fait énormément de pays, donc anciennement colonisés. Ça va Niama, vous avez aussi Indonésie, vous avez le Maroc, vous avez l'Algérie, vous avez la Tunisie, vous allez avoir aussi le Chili. Voilà, il y a des mines partout et toujours en fait sur cette notion d'extractivisme, on retrouve exactement les mêmes pratiques néocoloniales contre toute forme d'atteinte. Et pour revenir sur le rôle, des industries dans ce commerce, qui sont parfois tenues par des guerriers, des seigneurs de guerre, comme on le dit, etc. On est sur des graves atteintes non seulement environnementales mais aussi sur les populations et sur la terre. Quand on prend en fait donc il y a les grands mouvements altermondialistes, ça va être Via Compatina, etc. qui nous en fait on est clairement toujours par exemple à Attaque en lien avec tous les mouvements altermondialisme et ça fait par exemple nous depuis 15 ans en fait qu'on parle en fait effectivement des grandes campagnes contre l'extractivisme et qu'on aide et qu'on va soutenir en fait les luttes locales, pas non seulement par solidarité internationale mais aussi parce que ça fait partie aussi je dirais du fer de lance d'Attaque qui est aussi un respect en fait de l'environnement global. Oui, non, pardon, continue, excuse-moi. L'environnement global et surtout de soutenir les populations locales et notamment, en Amérique latine, c'est vrai qu'on parle d'indigènes. Okay. Là, on va plutôt parler d'autochtones, de peuples contactés ou nous contactés qui se retrouvent en fait sous le joug de milices armées, des populations qui aspirent juste à vivre avec leurs propres us et coutumes et qui se retrouvent en fait sans aucune perspective, se retrouvent massacrés, sans aucune raison imminente et donc des graves atteintes au respect des populations. Et en ce qui concerne du coup la RDC, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces industries, comment elles fonctionnent et comment elles récupèrent ces minerais, bien sûr. Alors là, on est sur des procédés, je dirais, somme toute aussi de complicité, mais qui est aussi lié, je dirais, aussi à la dette odieuse qu'a contracté Mobutu. Rappelons quand même les accords de Casablanca, rappelons quand même Patrice Lumumba. Et en fait, il y a eu quand même dans l'histoire de la RDC qui s'appelait le Zaïre, Patrice Lumumba qui lui avait bien compris les enjeux et les conséquences en fait de l'indépendance des pays africains, donc ils sont rassemblés à plusieurs et même au niveau international des pays du Sud, notamment aux accords de Casablanca pour aller sur des grandes réformes agraires pour la souveraineté alimentaire, pour le bien vivre et pour le respect en fait des populations mais aussi de la terre.
globalement des environnements. Lumumba a quand même été assassiné. À la place, ils ont quand même posé Mobutu, qui fait partie en fait de ces personnes qui ont cautionné et d'ailleurs a contracté une énorme dette à la RDC. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'elle avait déplacé 200 millions à un moment donné. Et donc, ils vont aller voir le FMI, la Banque mondiale, donc les anciens effectivement pays colonisateurs où on appelle ça les vautours, et qui vont en fait devenir des créanciers. Donc dépecer au fur et à mesure. Donc pourquoi est-ce qu'en fait là d'un côté il y a cette exploitation en fait de la terre, des minerais et des ressources dans le Nord Kivu, région des Grands Lacs. Il y a aussi Total qui est en train de s'installer. Et qui est en train de faire un Iascope, qui est un scandale aussi, une dévastation des territoires et ça va impacter, je crois, 200 000 populations. On est sur quelque chose de vraiment d'un écocide, d'un terricide même. Et donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait c'est des grandes entreprises qui vont avoir des soutiens sous le bien fondé en fait de leur transition, la mal nommée transition numérique et écologique, et donc vont déployer énormément de moyens parce qu'en fait ils ont beaucoup de financement de la part des grands États, des grands pays, États-Unis, Canada, France, complicité aussi de l'Union européenne pour la transition écologique. Donc en fait avoir des moyens que d'autres en fait ne posséderaient pas, et vont aller exploiter, vont aussi aller contracter des gros contrats. C'est-à-dire qu'en fait quand même il faut savoir que c'est une terre riche, mais je veux dire rien ne repart à la population. C'est-à-dire c'est une spoliation. Et donc, ça part pour ces entreprises qui, elles, vont aller forer en faisant des atteintes, en fait, au droit du travail, en participant à la traite des enfants, dans des conditions justes qui dépassent toute forme d'entendement. Rappelons quand même que le travail des enfants est interdit. Qui vont générer des violences. C'est 40 000 enfants qui travaillent dans les mines actuellement. Enfin, ce sont les chiffres officiels. Exactement. On ne sait pas ce qu'advient de ces enfants. On ne sait pas. Un enfant n'a pas à travailler. En fait, c'est des choses en fait qui sont interdites. Les conditions des travailleurs, n'en parlons pas non plus. Qui se retrouvent en fait. En plus, donc les grosses mines, va y avoir en fait des vigiles. Va y avoir en fait une corruption d'agents, fonctionnaires ou autour dans les provinces. Et donc en fait, c'est tout un système clairement de grosse corruption. Qui va maintenir en fait un climat de violence avec l'insécurité, ultra-militarisation, parce qu'il y a des gardes privés. Et les gens, donc les travailleurs dans ces mines, si on peut les appeler des travailleurs, parce que je pense pas qu'on soit non plus sur il n'y a pas de contrat de travail, il y a aucune condition de travail, il y a personne qui peut aller contrôler les choses. Et même si en fait il y a un effort qui est fait de vouloir danser de la traçabilité sur les produits, dans quelles conditions ils sont extraits, en attendant c'est trop long et on ne sait pas dans quelles conditions ce qu'on retrouve dans nos portables, où il y a du sang en fait dessus, dedans. Je veux dire, c'est fouiller la terre pour quelques grammes de coltan. C'est fouiller la terre dans des conditions, dans des boyaux de la terre qui sont des conditions que nous on a pu voir en France au début du 19e siècle, notamment dans le nord de la France. Voilà. On voit bien que ces ressources naturelles alimentent les conflits armés, évidemment, puisque chacun veut sa part entre guillemets du gâteau, si je peux parler un peu crûment. Mais là, il y a 2-3 jours, la RDC accuse le groupe américain Apple d'utiliser des minerais exploités illégalement dans des mines congolaises, au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés. Et donc, pour le compte de la RDC, il y a des courriers par 2 avocats français qui ont été adressés aux 2 filiales d'Apple en France et à la maison mère américaine. Donc voilà, ils demandent tout un tas d'engagements, donc on va voir ce que ça va donner. Mais est-ce qu'on pourrait aller sur la question des conséquences écologiques que ça a ces pillages des mines? Les atteintes écologiques, moi, j'irais plus sur la notion plus large en fait du terricide. Alors c'est une notion en fait qui a été lancée par des activistes mapuche notamment en Amérique latine, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va être global d'atteinte. Et donc de terricide, puisqu'il y a la question en fait du buen vivir, c'est en fait respecter la terre, la terre qui est vue comme aussi la mer. Et donc en fait nous sommes là sur terre en tant qu'humains, mais nous devons la respecter en son entier. Les dommages, disons les conséquences. Alors on aime bien parler en Occident, je dirais, de coûts environnementaux. On est quand même sur des terres qui, à force, alors qu'on est sur des terres qui sont riches et qui sont belles, parce que je le dis encore, c'est un pays qui est magnifique. C'est un pays qui est magnifique en termes de végétation, tout ça. Donc en fait, il y a des atteintes en fait sur l'environnement proche, c'est-à-dire que à force de fouiller, les sols ne deviennent plus fertiles. Et en plus de ça, quand plus ils fouillent, plus en fait ils font remonter sur la surface de la terre des produits toxiques. Donc en fait, ça fait de l'empoisonnement. Vous pouvez plus rien cultiver. Ça empoisonne à petit feu toute la biodiversité et les hommes.
Et puis il y a aussi les 500 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année en RDC. Il y a aussi. C'est ça. Ouais. La RDC, c'est quand même, on pourrait plus ou moins dire que c'est aussi, c'est le poumon en fait, le poumon vert d'Afrique. Ouais. Et donc toute une biodiversité, toutes des espèces endémiques qui sont là, qui ont leur place parce que la nature, on a décidé qu'elles allaient être là. Donc c'est des atteintes en fait qui sont globales, qu'on arrive plus ou moins à chiffrer parce qu'il y a quand même des organisations qui vont dessus, mais et qui arrivent en fait à voir. Et puis aussi il y a quand même des protections au niveau de la forêt, mais il y a aussi des atteintes, une biodiversité et des dommages qui sont collatéraux. C'est-à-dire qu'en fait c'est irréversible ce qui se passe, c'est irréversible. Et l'exploitation des mines, ce n'est pas propre, c'est faux. Aller chercher dans les boyaux de la terre des minerais, faire remonter à la surface des éléments toxiques, l'infertilité des sols que ça entraîne, en fait, ça a une atteinte directe aussi sur la souveraineté alimentaire des populations et sur les cultures locales. Notamment, on trouve les champs de manioc, etc., etc. Donc on voit bien que malgré ta présentation sur les nombreuses richesses que regorge la RDC, malgré tout, les 2/3 de ses habitants vivent avec moins de 2,15 $ par jour. C'est assez fou, c'est un niveau fixé comme seuil international de pauvreté selon la Banque mondiale. Et avant de continuer, je vous propose une pause musicale. On écoute de suite la bande originale Anjna Wasadio de Mboka du documentaire intitulé L'Empire du silence. Le réalisateur Thierry Michel remonte aux origines des guerres qui ensanglantent depuis 25 ans ce pays, victime de ses richesses minières.
de retour dans l'émission Exil d'une voix à l'autre pour parler de la situation en République démocratique du Congo. Et je me tourne vers toi, Rebecca Katikati. On vient de voir les conséquences des conflits armés. On vient de voir les conséquences des ressources naturelles, en tout cas de l'exploitation des mines sur le vivant, sur la planète, etc. Et j'aimerais qu'on aille vers les conséquences sur les populations de ces conflits armés, mais aussi de l'exploitation des ressources naturelles, puisque les deux sont liés. Est-ce que tu peux nous présenter Génocost ? Bien sûr, tout à fait. Alors, donc Génocost, c'est une initiative de l'association CAIP. Donc CAIP, c'est le mot en anglais, Congolese Action Youth Platform, en français, c'est-à-dire la plateforme d'action de la jeunesse congolaise, qui est née en Angleterre, plus précisément à Londres en 2013, par l'initiative de jeunes Congolais dynamiques qui commençaient d'abord à se réunir autour de réunions Skype, discuter de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passait au Congo, donc déjà à l'époque, et puis qui essayaient un peu comme une forme de think tank, d'essayer de se demander quelle solution est-ce qu'ils pourraient trouver, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce pays et qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de souffrance. Et donc CAIP a lancé l'initiative Génocost. Après moult réflexions, ils se sont demandé, mais en fait, clairement, on voit qu'il y a des tueries au Congo, on voit qu'il y a des viols au Congo, donc République démocratique du Congo, chaque fois qu'on parle du Congo, ici dans cette émission. Et puis, le terme holocauste était peut-être un terme assez lourd et il n'y a pas tout le monde qui s'était mis d'accord sur le terme holocauste. Alors, ils ont trouvé le terme Génocost, donc qui est la contraction de génocide et de coast, donc qui fait le petit rappel avec le mot holocauste et à la fois, étant donné que l'initiative est partie à Londres, donc le mot coast, C-O-S-T en anglais veut dire le coût, et donc c'était parfait. Donc Génocost, c'est donc la contraction de ces deux mots géno et cost pour le coût économique du génocide du peuple congolais. Je devrais même plus dire au pluriel les génocides du peuple congolais. Pour rappel, c'est vrai qu'il y a pas mal de certaines personnes qui ne considèrent pas que ce qui se passe actuellement au Congo doit être qualifié de génocide. Mais pour rappel, selon le droit international, un génocide est défini comme un crime commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et donc, sur cette base, le viol systématique des femmes et des enfants congolais qui a lieu donc au Congo, le massacre continu des civils et d'autres atrocités commises contre la population à l'est du Congo pour donc l'exploitation des ressources naturelles constitue, selon nous, et pas que selon nous, un crime de génocide. Donc, peut-être que tu peux nous dire, depuis 1996, quels sont les chiffres de ce coût humain ? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile et c'est ça un des soucis par rapport à ce génocide congolais, c'est que il y a eu, tout à l'heure on a parlé très brièvement du rapport mapping qui a, si je me trompe pas, qui a été édité donc en 2010. Et depuis 2008, en fait, c'est incroyable, mais en fait depuis les environs de 2008-2010, il n'y a plus de chiffres officiels sur les tueries et donc sur le nombre de morts au Congo. Donc ça s'est arrêté à peu près en 2008. Les Nations Unies estimaient à environ 5,8 millions de morts au Congo, donc principalement à l'est du Congo, du fait de l'agression. Et j'ai beaucoup aimé Bienvenue qui a parlé d'agression, parce qu'on se fait vraiment agresser dans ce pays. Une guerre, c'est lorsque j'envoie un coup et tu me donnes un coup, c'est comme un échange de ping-pong, si je puis dire. Mais là, en fait, c'est vraiment une agression parce que il a parlé du Rwanda, il a parlé de d'autres pays belligérants. Et en fait, nous n'agressons aucun autre pays, mais ce sont des groupes rebelles qui viennent agresser nos populations, donc sur nos terres. Ça, c'est important de le préciser. Et donc, pour revenir aux chiffres, donc voilà, on était à 5,8 millions à peu près en 2008. Nous sommes en 2024. Wow. Donc,
16 ans plus tard. Et ça ne s'est pas. En fait, les conflits n'ont pas cessé. Je parle de les conflits, parce que c'est ça, vraiment au pluriel. Tout à l'heure, Bienvenue disait justement que tu parlais qu'il y a 2 jours, il y a eu un massacre à Kirumba, et il a bien fait de le rappeler qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une recrudescence des attaques en 2021 par le M23, mais on parle de ça fait près de 30 ans qu'il y a des conflits armés, des violences intensives qui ne font que s'intensifier dans l'est du Congo. Et donc, aujourd'hui, nous chiffrons à environ 10 millions de morts. Voilà. D'accord. Alors, juste pour préciser sur les déplacés internes, parce qu'on pourrait parler aussi des déplacés internes. Donc, au 31 mars 2024, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, c'est 2,67 millions de déplacés au Nord Kivu, 2,6 millions de personnes en insécurité alimentaire. Il y aurait 600 000 personnes dans des camps de déplacés autour seulement de Goma, qui est l'une des villes principales dans la région du Kivu. Et on pourrait remonter aussi en 2023, où l'Organisation internationale pour l'immigration qui estime qu'en totalité, c'est près de 7 millions de personnes qui ont dû être déplacées à l'intérieur du pays, en raison des multiples crises. Donc on voit une succession de chiffres, c'est absolument vertigineux, mais on a du mal à se représenter ce qui se passe concrètement sur le terrain, puisqu'il y a très peu d'informations qui sortent. On voit ces derniers temps, ces derniers mois, beaucoup de vidéos sur Instagram pour essayer de sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe en RDC. Mais concrètement, Rebecca, il se passe quoi pour les populations qui sont déplacées, qui sont massacrées? Alors déjà, je vais juste rebondir sur ce que tu as avancé. Donc, environ 2 millions de déplacés internes. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de déplacés internes en termes de droit en migration. Donc, c'est les déplacés qui sont toujours au niveau national, donc qui restent sur le territoire congolais. Après, évidemment, il y a aussi des déplacés externes. Ceux-ci, on n'arrive pas vraiment à les chiffrer. Mais donc, au total, on est à peu près à 7 millions de déplacés internes, donc sur tout le territoire congolais. Ça, c'est une chose. C'est vrai qu'on parle souvent de chiffres, et moi, j'aime bien, en fait, mettre des images, des représentations sur ce que ça représente. Je vais juste commencer par là. 7 millions de déplacés internes. Sur les 7 millions, déjà, c'est à peu près la population de la Suisse. Donc, la Suisse, vous voyez, c'est un très petit pays, mais en fait, ça veut dire que on prend tous les habitants de la Suisse, c'est tous les déplacés à cause de ces guerres, de ces agressions, des agressions que les Congolais subissent. Et ensuite, il faut savoir que sur les 7 millions de déplacés internes, selon François Moreillon, qui est le chef de délégation du comité international de la Croix-Rouge en RDC, il a chiffré à peu près environ seulement 20% des déplacés internes qui peuvent accéder à des camps de réfugiés, si je peux dire, entre guillemets. Oui, donc, gérés par des ONG humanitaires. Exactement. Et 20%, encore une fois, comme j'ai dit, j'aime bien un peu chiffrer, expliquer ce que ça représente. 20% de ces déplacés internes, c'est très peu, c'est une personne sur 5, et ça représente environ 1,5 million de personnes. 1,5 million de personnes, il faut savoir que juste la ville de Paris, je parle pas de l'Île-de-France, mais juste la ville de Paris, il y a 2 millions d'habitants. Ouais. Donc ça fait qu'il n'y a même pas toute la ville de Paris qui peut se loger sous une tente dans un camp, en fait. Donc avec toutes les conséquences que ça a, le manque d'accès à l'éducation, à la santé, c'est ça. L'insécurité alimentaire, voire même la famine, enfin... C'est exactement ça. Donc en fait... il y a vraiment un problème, alors déjà un problème politique de gestion de ce conflit, de ces groupes rebelles, d'une partie par le gouvernement congolais, et aussi la complicité, si je puis dire, de la communauté internationale qui n'en parle pas vraiment. Et puis il y a vraiment moi j'aimerais parler d'échec humanitaire aussi, parce que ce qui se passe dans l'est de la RDC n'est pas vraiment médiatisé. Tu as parlé tout à l'heure de l'impact des réseaux sociaux qu'on connaît, usuels, Twitter, X, Instagram, Facebook et autres. Mais alors, c'est vrai que c'est très important d'aider
pour tous les conflits qu'il y a, voilà, un peu partout dans le monde. Oui, mais clairement, il y a un silence. C'est vrai qu'on se rend compte que, justement, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit Médecins sans frontières, beaucoup de grandes organisations humanitaires crient vraiment à l'aide et disent, en fait, par rapport aux donateurs, parce que les donateurs, évidemment, donnent pour certaines causes. On peut pas prendre leur argent pour une autre cause alors qu'ils avaient donné pour A et donné pour B. Et justement, je parlais de Médecins sans frontières ou de la Croix-Rouge, ils disent qu'il y a un manque de fonds, en fait, un manque de fonds, un manque de subventions pour justement ce qui se passe au Congo. Et donc, ils doivent même revoir leurs ambitions à la baisse pour aider. Donc, sur le camp, dans les différents camps, par exemple, il y a un camp Mungunga à Goma, il y a plusieurs autres camps, franchement, il y en a énormément. Les principaux se trouvent autour de Goma, donc dans l'est de la RDC. Il y a aussi l'UNICEF qui est présente, mais il faut savoir que, donc, justement, j'ai parlé de ces 20% de personnes qui peuvent être dans des camps. Il faut savoir que voilà, ces personnes, donc ces camps, je sais pas si vous avez déjà vu des photos, même ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, sont souvent en fait construits avec des bâches. Et en fait, ces bâches, il faut savoir qu'elles ne sont pas données gratuitement. Donc il y a différents prix, mais en tout cas, ces bâches sont toujours à plus de $10. Donc, juste pour replacer le contexte, ces personnes qui sont déplacées, qui sont dans des camps, elles peuvent se dire, OK, on est dans un camp, on est avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous, mais ces personnes étaient des agriculteurs, ces personnes étaient des éleveurs, ces personnes étaient peut-être des femmes qui étaient couturières, elles n'ont donc plus de travail, elles n'ont donc plus de subventions, n'ont plus de salaire, elles se retrouvent dans ces camps. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'elles vont faire pour payer premièrement ces bâches, pour se nourrir, pour manger, pour avoir accès à la santé sexuelle, avoir accès à des cliniques, des médecins. Enfin voilà, en fait, il y a plusieurs questions qui se posent. Donc attention, hein, vraiment, je salue d'ailleurs l'initiative les initiatives les actions de l'UNICEF sur le terrain, parce que vraiment sans elles, je pense qu'on serait vraiment on serait dans une galère encore sans précédent et sans nom. Mais c'est vrai que justement, il y a ces questions qu'on se pose pas forcément. On voit ces photos des gens avec des bâches, on se demande pas comment est-ce qu'elles font pour justement oui, pour subsister et subvenir à leurs besoins. Justement, tu disais qu'il y avait donc un abandon en fait de la communauté internationale et aussi de l'opinion publique. De manière cynique, beaucoup parlent de l'effet Congo fatigue pour décrire ce phénomène, puisque c'est un conflit qui dure depuis près de 30 ans et que on a l'impression que il y a une souffrance. Tu me disais en préparant l'émission une banalisation de la souffrance. Il y a un autre point assez rapidement dont j'aimerais qu'on parle avant de donner la parole à Clémence qui nous écoute depuis Nancy. Les femmes paient un lourd tribut dans le pays. On le sait, c'est une question qui a beaucoup été médiatisée. Le viol systémique des femmes dans la région du Kivu depuis 1998, et notamment ça a été médiatisé par Denis Mukwege qui est avec son hôpital de Panzi qui répare les femmes. D'ailleurs, je vous conseille d'aller découvrir son documentaire et de lire son livre L'homme qui répare les femmes pour comprendre un peu plus l'horreur de la situation. Donc selon l'ONU, c'est plus de 200 000 femmes qui ont été violées depuis 1998. C'est assez cynique de donner des chiffres comme ça à l'antenne parce qu'on ne peut pas s'imaginer l'horreur sur le terrain, et on pense que ces chiffres sont bien en dessous de la réalité. Tu me parlais d'une balkanisation de la situation. Très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, donc la balkanisation du Congo, dans balkanisation, on entend donc bien le terme Balkan. Donc c'est un terme de base qui était donc utilisé pour donc les Balkans, l'est de l'Europe. Et aujourd'hui, on parle de balkanisation parce que tu l'as dit tout à l'heure et je le relève encore, aujourd'hui, 16 juillet 2024, il y a 87 villages, peut-être même plus, je sais pas si les chiffres sont bons, 87 villages au moins qui sont aux mains de rebelles, de forces étrangères, donc pas congolais, et donc théoriquement qui ne sont plus gérés par le Congo. Donc en fait, on se rend vraiment compte que c'est le viol est utilisé comme une arme de guerre pour justement affaiblir déjà mentalement et physiquement les femmes, les foyers. Il faut savoir que nous sommes les Congolais d'une culture bantoue où vraiment la famille est le pilier de la société et le pilier, en fait c'est dans la famille qu'on trouve sa force. Et donc
violer ces femmes par des troupes rebelles rwandaises, ougandaises, permettra aussi, enfin, selon nos hypothèses, enfin, ou en tout cas, permettra aussi à ce que justement ces rebelles rwandais prennent de plus en plus de place aussi sur le terrain à travers des enfants qui seront moitié congolais, moitié rwandais, et éventuellement par la suite vous pouvoir réclamer ces terres en disant vous voyez que la population est de plus en plus remplie de personnes qui sont issues de chez nous, alors pourquoi au final, je sais pas, ne pas faire un référendum que ces territoires nous appartiendraient. Je voudrais juste conclure sur justement le Génocost, donc l'association KAIP Génocost. J'invite vraiment toute personne qui veut en savoir plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, X, donc en tapant juste Génocost, Genocost. Et puis je conclurai en disant aussi que chaque 2 août, nous commémorons donc nos morts, parce que comme j'ai dit, nous sommes d'une culture bantoue où nos morts ont toujours, on doit en fait leur redonner leur lettre de noblesse. On ne doit pas les oublier. D'ailleurs en Lingala, on dit Toko Bosana Binote. Donc voilà, on ne vous oublie pas, on n'oublie pas les morts. Et puis nous fêtons cette année, par exemple, nous commémorons cette année le 2 août à Lyon, mais dans plusieurs autres villes, en Francfort, Sao Paulo, à Kinshasa, donc plusieurs autres villes du Congo. Et juste pour conclure, dernier mot, nous, à la campagne Génocost, ce que nous voulions, c'est une reconnaissance au niveau national et international du génocide. Nous avons pu obtenir la reconnaissance au niveau national du génocide à travers notamment la loi du Génocost du 26 décembre 2022. Nous souhaitons également la création d'un tribunal pénal international, parce que pourquoi le génocide rwandais est reconnu et pas le génocide congolais? Le fameux silence hypocrite de la communauté internationale. Et finalement, nous voulions avoir une journée commémorative du 2 août au Congo. Nous l'avons eu et nous espérons, même l'année prochaine, avoir un jour férié au Congo. Merci Rebecca. De toute façon, j'allais revenir sur la journée du 2 août qui me paraît absolument essentiel d'en parler aujourd'hui. Je me tourne vers toi, Clémence. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Clémence. Tu es d'origine congolaise et je voudrais que tu nous parles de ton regard sur la situation. Tu es arrivée à l'âge de 2 ans en France et tu es retournée pour la première fois en 2017. Tu avais beaucoup de préjugés avant d'aller en RDC et tu as fait une très belle découverte et j'aimerais que tu nous parles de cela. Oui. Tout à fait. Donc, en 2017, j'ai eu donc l'occasion de retourner dans mon pays d'origine, la RDC, et c'est vrai que je suis arrivée à l'âge de 2 ans et j'ai donc eu tout mon parcours scolaire ici en France et j'ai été un peu formatée avec beaucoup de préjugés sur l'Afrique de manière générale et précisément aussi sur la RDC. Et mes parents m'encourageaient, surtout mon papa, à visiter la RDC. Et c'était quelque chose que j'avais pas de motivation à ce niveau-là. Mais en 2017, donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'ai eu cette occasion et je suis partie et j'ai été agréablement surprise. Voilà. Parce que mon esprit était juste arrêté à ce qu'on pouvait nous dire de l'Afrique, de l'image qu'on avait, des clichés, l'Afrique pauvre, l'Afrique manque d'eau, manque de tous les mauvais aspects tout le narratif qu'on a pu construire jusqu'à pour beaucoup d'enfants qui ont grandi en Europe, c'était vraiment inscrit en moi et en arrivant sur place, très franchement, j'ai été bouleversée, très touchée du potentiel humain des personnes, des femmes, des hommes, de cette jeunesse et de ce potentiel. Et je me suis dit, et puis surtout aussi de découvrir qu'économiquement, il y avait quand même une volonté sur place, il y avait des choses qui avaient bougé et qui continuent à bouger jusqu'à maintenant, malgré justement les difficultés et tous les conflits qu'on a pu énumérer tout à l'heure. Oui. Avec Toufane précédemment. Comment se manifeste ton engagement aujourd'hui politiquement? Alors tout simplement, moi j'ai
j'ai accepté d'accompagner le député Carlos Martins Bilongo, qui est lui-même qui est français mais d'origine congolaise, et qui lui à travers donc les actions qu'il mène activement, donc moi je l'accompagne dans ses activités parlementaires qui par rapport à la RDC, cherche à sensibiliser justement la France par rapport à la crise humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo. Donc voilà. Et donc, et justement, pardon, Clémence, je te coupe, mais quels peuvent être les leviers, quels sont les leviers politiques que vous avez pour mobiliser? Les leviers politiques, c'est-à-dire son action parlementaire à lui, il a jusqu'à maintenant fait beaucoup d'interventions, justement puisqu'il était membre du là je parle de son premier mandat, parce que là on passe à une nouvelle législature depuis récemment, mais dans son premier mandat, très rapidement, il a fait des interventions dans le cadre de la commission des affaires étrangères, et pour justement interpeller la France, et pour justement il a fait des actions, enfin il a pris des positions pour attirer justement l'attention sur les graves violations justement des droits de l'homme en RDC. Il a fait des propositions de résolution, il a fait une proposition de résolution qui condamne justement le soutien présumé du Rwanda par le M23 en RDC. Okay. Donc voilà. Donc lui, il fait partie donc de la France insoumise, et dans son groupe politique, il y a quand même quelques députés qui se mobilisent fortement justement à travers leur action parlementaire pour pouvoir sensibiliser et donner de la visibilité justement à ces conflits, parce que tout à l'heure, comme elles ont pu le dire, c'est un conflit qui dure depuis très longtemps, et on a cette impression que c'est mis sous silence. Complètement. Est-ce que pour terminer très rapidement, est-ce qu'il va falloir à un moment donné que les démarches soient on va dire, renouvelées pour mobiliser les pouvoirs publics et l'opinion publique pour cesser ce qui se passe? Je n'ai pas très bien compris. Pas très bien entendu. Ah, tu as pas très bien entendu. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Clémence? Moi, ce que je pourrais dire, c'est j'encouragerais vraiment la jeunesse, surtout les jeunes Congolais qui sont nés en France et qui jusqu'à maintenant sont restés très détachés justement de tous ces problèmes que rencontre la RDC. Aujourd'hui, il y a quand même une forte mobilisation, malgré que oui, on dit qu'il y a eu un silence, mais il y a quand même une forte mobilisation de la jeunesse. Il y a encore beaucoup de jeunes qui sont pas au courant, mais il y a quand même, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, les moyens d'être au courant de la situation, et j'encourage ceux qui sont maintenant au courant de pouvoir se prendre position, nous accompagner, nous, dans nos actions parlementaires, et aussi toutes les différentes associations qui se lèvent justement pour pouvoir aider la RDC. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est voilà, j'encourage vraiment la jeunesse africaine aussi de se réveiller et d'agir et de se mobiliser. Merci beaucoup, Clémence. J'aurais aimé t'interviewer beaucoup plus longtemps, mais le temps passe et on va devoir conclure. Merci, bienvenue, Mathumo. Tu nous entends de Kinshasa. On peut retrouver la Lucha RDC sur les réseaux sociaux pour suivre les actions de ton mouvement. Je vous invite aussi à aller suivre Attaque Internationale pour comprendre plus l'extractivisme et toutes les actions sur l'altermondialisme, et aussi à retrouver les pages de Génocost pour suivre l'actualité brûlante, et notamment avec la préparation du 2 août, comme l'a rappelé tout à l'heure Rebecca. Moi, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt pour la 2e saison, puisque la première saison d'Exil d'une voix à l'autre est terminée, et c'était un plaisir. Je vous retrouve à la rentrée avec un nouveau format. En attendant, bel été!